Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Plus que quelques jours avant la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin, pour cette édition, c'est la place de l'Amazone qui abritera la cérémonie officielle. Vous suivrez en début de cette édition quelques citoyens qui décrivent l'ambiance qui règne dans la ville de Cotonou. À la suite de l'évaluation de la vision Bénin 2025 à la FIA, le gouvernement a décidé d'engager la deuxième génération d'études de perspective à long terme, la vision 2060 du Bénin. Un processus de mise en œuvre est prévu pour une phase de collecte des perceptions et aspirations pour recueillir auprès de la population son idée sur le Bénin projeté à l'horizon 2060. Plus de précisions avec le président du comité technique de pilotage de la réflexion perspective, Alastair Sena Alisato. Près d'une centaine d'universitaires béninois ont décroché le prestigieux grade du CAMES. Ils sont exactement 91 enseignants des universités du Bénin à avoir gravi les échelons du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. On fait le compte rendu dans ce journal. À nouveau, bonsoir, merci de nous préférer pour vous informer. Le Bénin s'apprête à célébrer le 1er août 2024 son 64e anniversaire d'accession à la souveraineté nationale et internationale. Pour la commémoration de cette fête d'indépendance, les différents acteurs travaillent depuis quelques jours déjà à rendre le pays et surtout les villes aux couleurs de la fête. Une équipe de la rédaction de Canal 3 Bénin est allée faire le constat. Voici leur récit. À une dizaine de jours de la commémoration de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale, la physionomie de la ville capitale économique du pays annonce bien les couleurs de la fête. Le long du boulevard de la Marina, de l'avenue Jean-Paul II ou encore le long de la route des Pêches, pour ne citer que ceux-là, les rues sont toutes aux couleurs nationales, vert, jaune, rouge. Le pavoisement de la ville en prélude à la fête du 64e anniversaire d'indépendance du Bénin a commencé depuis plusieurs jours. Une manière d'organiser autrement la fête nationale, contrairement à ce qui se faisait auparavant pour Chabel Adekambi, un jeune rencontré sur le boulevard de la Marina. Je constate avec impression, avec joie, je suis très impressionné, je veux dire, de voir l'organisation et de voir comment mon pays a changé honnêtement. Il y a quelques années, ce n'était pas comme ça on organisait l'indépendance. Bon, on sait que l'indépendance c'est à l'étoile rouge, chaque année il y a un défilé, c'est terminé. Maintenant on voit des gradins, on installe et la circulation passe toujours, des drapeaux un peu partout. Le pays est beaucoup plus beau, honnêtement je suis impressionné. Félicitations, bravo, les couleurs, c'est très bien. Comme Charbel, plusieurs autres citoyens rencontrés remarquent également le côté attrayant que donne le pavoisement à la ville de Cotonou à quelques jours de la fête. C'est très joli parce que bon, ça honore le pays et puis le décor aussi, ça donne des frissons, avoir le drapeau et tout. Bon, ça prouve qu'on est vraiment des Béninois et puis bon, en tout cas c'est vraiment joli en tout cas, moi j'ai apprécié. Oui, bon. La fête s'annonce très bien. On sommes à l'approche de l'indépendance qui va se célébrer le 1er août et nous voyons que bon, ils sont en train de positionner un peu partout dans les villes et au niveau des places publiques, les drapeaux et qui signale un peu l'arrivée de la fête. Donc en fait, ces initiatives rendent plus attrayant notre ville et je pense que bon, ça annonce bien la fête quand même. J'ai l'impression que les Béninois aiment le pays trop, même s'ils n'ont pas arrivé le niveau, mais ils aiment ce qu'ils ont déjà et j'ai beaucoup aimé. À l'instar des autres éditions, la fête d'indépendance du Bénin 2024 sera marquée par un défilé militaire. Les villes du Bénin se sont métamorphosées au fil du temps en termes d'urbanisation. Le pays se réinvente en 64 ans d'indépendance et les avancées sont remarquables. Un petit zoom sur les grandes avancées dans cet élément signé la télévision nationale.
Le Bénin, pays côtier dont l'urbanisation est sérieusement confrontée à de multiples contraintes naturelles, mais également humaines. Selon les statistiques officielles, environ 80% de la population urbaine se trouve dans le sud du pays et 52% de la population totale habite sur 10% du territoire. La plupart des villes ont connu une urbanisation très rapide. En 64 ans d'indépendance, on note des bouleversements notamment sur le plan paysager. Le Bénin regorge de villes vraiment qui sont équipées du minimum nécessaire pour une vie plus ou moins décente pour une bonne partie de la population. Nous avons suivi une politique de croissance des villes qui fait qu'aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire, on peut dire que nous avons des villes à taille petite, moyenne, grande et très grande. Plusieurs projets sont mis en œuvre pour anticiper mieux, orienter la croissance urbaine et accroître la résilience en cas de catastrophe naturelle. Les avancées sont-elles à la hauteur des objectifs escomptés? Bénin est sur une voie positive. Tout ce qui se fait, c'est bien, c'est fait honnêtement. Mais quand on parle par exemple des caniveaux, le style de caniveau qui se fait, manifestement ne donne pas les résultats escomptés. Et vu les habitudes des populations qui déposent pas mal de déchets dans les caniveaux, ces caniveaux se bougent très vite vu leur configuration, ce qui occasionne ou favorise les inondations en cas de saison pluvieuse. Il y a beaucoup de choses à dire sur nos villes parce que les populations vont beaucoup plus vite que les services urbains, que les services publics. Au cours de ces dernières années, les villes ont bénéficié de beaucoup de programmes d'aménagement routier, d'assainissement, dont certains programmes, on va les appeler asphaltage, qui ont complètement modernisé nos villes. Il n'a pas été simplement question donc d'assainir, de paver des voies, mais également donc d'éclairer. Vraiment, c'est agréable de circuler aujourd'hui donc dans nos villes, un peu donc comme cela se fait dans les villes des pays plus développés. C'est éclairé, c'est propre, les ordures sont dégagées, de grands espaces sont aménagés et globalement on peut dire que le Bénin connaît donc des avancées plus ou moins majeures vers le développement de ce qu'on va appeler la ville. Le développement de villes durables ainsi que la gestion efficiente des infrastructures et équipements publics requièrent la prise de mesures idoines. Pour les spécialistes, les matériaux locaux sont porteurs de solutions adaptées pour une urbanisation efficiente et efficace. Une politique rationnelle de l'habitat concerne au plus haut point le choix des matériaux. Et quand vous regardez dans nos villes, la plupart de nos grandes villes sont des villes où le tout béton carrelé fait sa loi. Le soleil qui est permanent nous contraint à utiliser des matériaux plus respectueux de l'environnement, plus régulateurs des températures. Il parle donc de matériaux locaux, parle donc du développement de l'économie locale, puisque la terre, les matériaux, que ce soit les pierres, la terre de bar, les tuiles, tout ce que vous pouvez imaginer comme matériaux de construction, ça, il faut des acteurs pour mobiliser ça. Le Bénin a enclenché sa modernisation dans tous les domaines. Afin d'offrir un cadre de vie agréable à la population, le pays s'est doté d'une loi sur l'urbanisme. Si on espère vivre dans un milieu propre, sans maladie, sans des difficultés, il vaut mieux accompagner cette loi-là. Pour une bonne urbanisation, il faut des villes rurales et des villages urbains. Créer dans les villes tout ce qui est positif au village. Nous savons ce qui est positif au village. Et créer dans les villages ce qui est positif à la ville pour que les villageois restent au village et soient à l'aise et que les citadins restent en ville et aillent aussi au village sans se sentir au-dessus de ceux qui sont au village. Là, une urbanisation sera harmonisée. Nous pouvons dire que le Bénin est sur la bonne voie. Désormais, donc, on raisonne en termes de fierté. Et voilà ce que je laisse au Bénin. Mon amour pour le Bénin, voilà ce que donc ça coûte. Mais l'urbanisation ne peut être uniquement l'affaire des pouvoirs publics. Dans la conception comme dans la mise en œuvre des projets de développement urbain, il faudra impliquer davantage la population en faisant de la sensibilisation un objectif stratégique.
Plus que quelques jours avant la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Pour cette édition, tout comme la précédente, c'est la place de l'Amazone qui abritera la cérémonie officielle. Au micro de ESAE Télévision, quelques citoyens du Béninois rencontrés dans la ville de Cotonou nous décrivent l'ambiance qui règne dans cette ville à quelques jours de la célébration. Suivons ensemble. En 2 semaines, on a fait de l'indépendance. Depuis que Talon est venu, on voit que vraiment le Bénin, à l'approche de la fête de l'indépendance, on voit que, comment dirais-je, on voit des organisations, des fêtes festivals là. Les gens viennent du Nord, viennent visiter. Et, comment dirais-je, ce que Talon fait, il y a la place là où, comment dirais-je, là où on dépose le dépôt des gemmes, là c'est qu'il a changé beaucoup de choses. Tout d'abord, Cotonou est devenu déjà une ville attrayante. Il y a des temps où, même déjà à 1 mois ou 2 mois, il y a une effervescence qui se fait sentir. Mais depuis longtemps, on ne sent plus l'effervescence. Il faut dire les choses. La vérité n'a pas 2 mots ou 2 noms. J'ai sillonné la ville, j'ai quitté depuis Sekandi, j'ai pris part à Kwakwa, j'ai traversé le pont. Il y a que avant, à 1 mois déjà, on sent déjà les préparatifs. Ça n'a pas changé, hein? Depuis les anciens régimes, ils essaient d'aménager l'environnement auquel la fête va se célébrer. Seulement, ce qui ne va pas un peu est que avant, nous avons, comment dirais-je, les choses de 1er août que les gens vont au stade de l'amitié, le foire de l'indépendance qui se fait. Et que tout le monde va pour visiter, surtout en ce temps de vacances, et les gens vont pour aller se procurer un peu de ceux qui n'ont jamais vu, qui se perd au Bénin. Hein, c'est ça là maintenant qui manque un peu pour la fête. Si c'est l'embellissement de la ville, le mairie est à peu d'œuvre, et aussi le comité d'organisation de cette fête, est aussi en train de faire ce qu'il peut. Et chaque Béninois, il y a des foires qui s'organisaient. Et on avait les moyens. Moi, j'allais souvent au stade prendre des choses. Pour dire oui, je suis béninois, je veux célébrer les couleurs, je vais prendre des choses. Il y a aussi des stands de promotion qui s'ouvrent un peu partout. Quand on a l'argent, on a envie de faire beaucoup de choses. On sent la fête, on est pressé du jour J. Si tu n'es pas prêt, des gens vont t'inviter. Aujourd'hui, personne n'invite personne. Plus de foires, plus rien. Bon, il n'y aura que seulement les cérémonies officielles. C'est ce qu'on constate. Parce qu'on ne sent rien. Il y a même pas, on n'arrive même pas à badigeonner les trottoirs. Il y a plus des années. Moi, je suis né à Cotonou. Il y a plus des années, vous n'allez pas constater qu'on n'arrive même pas à badigeonner les trottoirs pour seulement, vous allez constater qu'on met des drapeaux. C'est pas ça. Mais on ne sent rien. Moi, je ne vois rien. À part l'Amazone là. À part l'Amazone où je suis en train d'implanter le podium festif là. Moi, je ne vois rien. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. J'aurais préféré le système que le président Yaïbouni avait utilisé où on déplaçait l'indépendance dans... C'était une fête tournante. Mais le président Talon a dit que c'est un système coûteux. Il a amené ça à la place Amazone. On sent parfaitement qu'on est en fête. Et c'est l'enthousiasme qui nous entoure à chaque fête de l'indépendance autour des Talons. Le compte à rebours pour le 1er août démarre dans moins de 2 semaines. En prélude, venant au cœur de quelques symboles spectaculaires du défilé militaire, la plus grande exhibition de la fête nationale, le Commando Car. Grand véhicule d'apparat à bord duquel le chef suprême des armées et le chef de l'État passent les troupes en revue. Que représente-t-il dans le grand cérémonial militaire ? Quelle signification a-t-elle même dans la revue des troupes? Vol, Commando Car, revue des troupes et défilé, symboles et significations, éléments de réponse dans ce reportage signé ORTP. La parade militaire du 1er août est pour les forces armées béninoises une occasion de présenter au Bénin et au monde l'ordre, la discipline et la puissance dont elles sont capables. À cette occasion, le président de la République examine les troupes à bord d'un véhicule particulier, le véhicule de commandement, le Command Car. Le Command Car est un véhicule qui a été mis en place en 1939. On l'appelait alors la 4x4,5.
C'était un véhicule légèrement supérieur au Jeep que nous connaissons. Il est utilisé parce qu'il permet d'avoir une vue sur les personnels que le président de la République passe en revue. Le président de la République est le chef suprême des armées. À ce titre, il est la personnalité numéro 1 qui exerce son autorité sur les armées. Mais le premier technicien en la matière, c'est le chef d'état-major général. Et quand les deux hautes personnalités font le tour des unités à bord du command car, ils font un exercice particulier, la revue des troupes. La revue des troupes est une cérémonie protocolaire militaire qui permet au chef de prendre la mesure des personnels qu'il commande. C'est également pour les hommes l'occasion de faire allégeance au président de la République, chef suprême des armées, ou à l'autorité qui passe la revue. Et quand c'est le contraire et que c'est les personnels qui passent devant l'autorité, ça devient le défilé. Le défilé peut être pédestre ou motorisé. Dans le premier cas, les marches sont multiples. La marche française qui s'exécute à 116 pas la minute. La marche prussienne avec 98 pas la minute. Et celle qui s'exécute à 65 pas la minute, la marche du léopard. La marche du léopard a été introduite dans l'armée dahoméenne d'alors par un jeune officier revenu de la France, le capitaine Bessou, qui a vu les légionnaires défiler et qui a estimé que les parachutistes devaient aussi défiler autrement. Alors il a introduit une marche beaucoup plus lente. Par la suite, la marche a été améliorée par le capitaine Aïpé. Elle dégage la fureur du léopard qui opère doucement mais sûrement. Comme une galada. Elle est une force d'élite dont dispose le chef d'état-major général pour la réalisation de ses missions régaliennes. Aucun guerrier n'ose nous affronter. Le chien qui s'agite mourra, dit la chanson. Tout comme les unités de la police républicaine, avec leur prestigieuse marche de la menthe religieuse, les parachutistes béninois font étalage de cette fureur et de cette sûreté le 1er août. Jour d'anniversaire de la cession du pays à la souveraineté internationale. Le Bénin, parlons toujours de notre très cher pays, le Bénin, qui planifie ce que sera son futur 100 ans après son accession à l'indépendance. À la suite de l'évaluation de la vision Bénin 2025 à la FIA, le gouvernement a décidé d'engager la deuxième génération d'études et perspectives à long terme, la vision 2060 du Bénin. Le processus de mise en œuvre de cette nouvelle boussole a prévu une phase de collecte des perceptions et aspirations pour recueillir auprès de la population son idée sur le Bénin projeté à l'horizon 2060. Le directeur de cabinet du ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale et président du comité technique de pilotage de la réflexion perspective, Alastair Sena Alisato, a animé une conférence de presse ce jeudi à la salle de conférence du ministère pour apporter des précisions sur la dite phase de collecte des perceptions et aspirations des propos recueillis par ESAE TV. En vue de garantir l'approche participative et le caractère inclusif du processus, il est prévu la phase de collecte de perceptions et aspirations qui démarre le 28 juillet prochain sur toute l'étendue du territoire national. 3 mots sont retenus pour cette opération de collecte, à savoir une enquête individuelle dans les ménages, une enquête par focus group de discussion et interview et une enquête en ligne. En ce qui concerne l'enquête individuelle, elle sera focalisée sur les individus au sein des ménages dans les 77 communes du Bénin et couvre la population majeure âgée de 18 ans et plus
sur un échantillonnage aléatoire couvrant toutes les 77 communes pour une taille de 6 320 ménages à raison de 2 individus par ménage féminin et masculin, soit au total 12 640 individus à enquêter. Pour le focus group, 4 groupes de 25 personnes seront organisés dans chaque commune, soit au total 308 focus group, regroupant en moyenne 100 participants par commune, soit un total de 7 700 participants. Les critères de constitution des groupes sont la présence locale, la représentativité au niveau local, la pertinence du domaine, le choix fait de concert avec les autorités locales. Au niveau central, l'échantillon des responsables institutionnels et des leaders d'opinion est constitué par un choix raisonné par organisation pour un total de 143 focus group et 52 entretiens individuels. Au total, pour le focus group, 451 séances de discussion et 52 entretiens individuels seront organisés sur l'ensemble du territoire national. Quant à l'enquête en ligne, elle donne l'opportunité à tous les Béninois, y compris ceux de la diaspora ou en déplacement temporaire à l'étranger, de participer au processus en exprimant leurs perceptions et aspirations. La taille de l'enquête en ligne porte sur une estimation d'environ 100 000 réponses attendues. Toutes ces enquêtes sont conduites aussi bien en français que dans nos langues nationales, de sorte à ne laisser personne de côté et couvrent une cible potentielle de 123 400 individus contre 1704 en 2000 lors du processus Bénin 2025 à la FIAC. Le but visé est de faire du processus une opération la plus représentative, inclusive et participative. En vue d'assurer cette large participation de tous les Béninois, les animateurs de focus et les agents d'enquête ont été sensibilisés sur la nécessité d'écouter attentivement, de façon active, respectueuse et sans préjugés, en valorisant la contribution de chaque Béninois, la neutralité et l'impartialité, la nécessité d'être sensible aux contextes locaux, aux cultures et aux diversités qui façonnent les perspectives de chaque Béninois. L'adoption de la rigueur lors de la transcription des discussions, chaque détail des Béninois pour la construction du Bénin futur compte. À cet effet, toutes les Béninoises et tous les Béninois de l'intérieur comme de l'extérieur sont exhortés à prendre activement part au processus de collecte des perceptions et aspirations pour faire entendre et enregistrer leurs idées sur le Bénin dont ils rêvent à l'horizon 2060. Reçu par Abdelkader Achiro sur l'invité matinal ce lundi 15 juillet 2024, Alimatou Badarou, coordinatrice nationale de l'Organisation des femmes républicaines, ancienne directrice générale du Conseil national des chargeurs du Bénin, s'est prononcée sur les réformes majeures engagées par le président Patrice Talon en faveur de la promotion de la femme au Bénin. Selon elle, des réformes, voire même des lois ont été votées pour renforcer et créer un environnement sécurisé pour la gente féminine. Suivez un extrait de ses propos au micro de ESAE TV. Ce qu'il faut déjà saluer, c'est tout ce qu'il y a comme réforme majeure en faveur de la promotion de la femme au Bénin. Depuis l'avènement de son Excellence le président Patrice Talon, nous avons vu une volonté manifeste de changer la vie de la femme, de créer un environnement sécuritaire pour la femme. Vous avez vu de ces réformes des lois
contre la violence basée sur le genre, des lois qui ont été renforcées, et tous ces candidats à la violence faite aux femmes sont désormais découragés. Nous avons l'Institut national de la femme qui peut s'auto-saisir en cas de violence faite aux femmes. Nous avons aussi des lois qui ont été mises en place pour permettre aux femmes, celles qui désirent d'aller à l'avortement, de le faire dans un environnement sécurisé, parce que les statistiques ont montré que celles qui font de l'avortement en clandestin, on perd au moins 22% de ces femmes-là en couche. Et donc, l'État crée désormais un cadre juridique qui permet d'apprécier à juste valeur la nécessité pour une femme d'aller à cet acte. Et pourquoi aller à cet acte? Beaucoup de choses peuvent justifier ça, que ce soit ça peut être le vol, ça peut être peut-être parce que cette grossesse va lui créer ça va perturber son avenir, qu'elle justifie. Donc il faut qu'elle puisse justifier. Je ne fais pas du tout l'apologie de l'avortement, mais c'est pour justifier le bien fondé de la loi, parce que vous savez, on prend les lois, mais sans votre état d'âme. C'est pour l'intérêt général. Donc il s'agit de ça. Et donc à côté de ça, vous allez voir le microcrédit à la FIA qui a été une nouvelle formule, nouvelle génération. Avant, il y avait beaucoup d'intermédiaires pour donner les microcrédits aux femmes, et ces intermédiaires aussi en prenaient assez, et le taux de remboursement était très élevé, il y avait beaucoup d'insolvabilité. Désormais, on a mis un fonds national de microfinance et des milliards sont là à la disposition de nos femmes qui peuvent aller prendre le microcrédit sans passer par les partis politiques, parce qu'avant, c'était les politiques qui se mettaient là et en profitaient pour faire du chantage à la politique qui disait pas son nom. Aujourd'hui, ces femmes sont libres d'aller prendre de l'argent pour financer leur activité. Vous avez aussi le programme Bwesoke, où on essaye de maintenir les filles qui sont déscolarisées à l'école. Quand on identifie une fille, qu'on sait que c'est à cause de sa vulnérabilité, de l'extrême pauvreté de ses parents, qu'elle ne peut pas se maintenir à l'école, l'État prend cette fille en charge rapidement et la suit et lui paye quelque chose au quotidien pour lui permettre d'aller apprendre un métier, la formation, tout ça. Et à côté de ça aussi, vous avez le projet Souhait. Tout ça est fait, tout ce qu'on fait à l'endroit de la fille et de la femme permet de consacrer un environnement meilleur aux femmes. Et nous, en tant que femmes républicaines, nous sommes fiers de ces efforts-là et nous partageons cela. Et c'est l'occasion pour nous de prendre connaissance davantage de ce qui se fait et de pouvoir vulgariser ça dans les fins fonds quartiers et villages de notre pays pour permettre aux Béninois d'avoir l'information, parce qu'il y en a qui n'ont même pas l'information. Parlons toujours de la promotion de la femme au Bénin. Des jeunes femmes des 27 communes du Septentrion et des 6 communes des collines ont été investies ambassadrices du réseau des jeunes entrepreneurs acteurs du développement durable. Cette cérémonie a marqué la fin de 2 jours de formation sur l'entrepreneuriat visant à impacter positivement la jeunesse et à promouvoir leur émancipation. ESAE Télévision pour le compte rendu. Des jeunes femmes des 27 communes du Septentrion et des 6 communes des collines au Bénin ont été investies ambassadrices du réseau des jeunes entrepreneurs, acteurs de développement durable, REGID. Cette cérémonie couronnant 2 jours de formation sur l'entrepreneuriat vise à impacter positivement la jeunesse et à favoriser leur émancipation. Pour un développement, il faut que la jeunesse aille à l'entrepreneuriat. Nombreux sont ces jeunes qui sont diplômés, qui sont à la maison. Et l'État ne peut pas nous recruter tous. Et il faut que nous-mêmes, nous créons, nous innovons. Et c'est ce que d'ailleurs toutes nos ambassadrices font dans leurs différentes localités. Il faut maintenant que nous mettions les femmes en premier rang. Donc nous avons voulu quand même faire ceci pour qu'elles puissent être formées, pour qu'elles puissent vraiment mener à bien les activités dans leurs différentes communautés. La joie et la satisfaction étaient visibles chez les nouvelles ambassadrices. C'est une reconnaissance envers eux. Merci vraiment pour le sacrifice et nous leur promettons vraiment de mettre en œuvre et de relever le drapeau du REGID très bientôt. Et une fois sur le terrain, le projet que j'ai en tête, c'est concernant la transformation du grain de soja en fromage et en ses dérivés au sein de ma communauté. Nous allons être parmi les premiers soutiens de ce mouvement parce que quand on parle de la jeunesse, ça nous interpelle. Aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes, c'est grâce à la jeunesse. Et notre rêve, c'est de voir la jeunesse être émancipée. La cérémonie marquée par une forte présence des jeunes maires et du gouvernement des jeunes du Bénin s'est conclue dans une ambiance festive.
Cette édition se poursuit. Le Bénin a accueilli ce lundi 15 juillet 2024 le 35e colloque international sur les méthodes de théorie des groupes en physique. En plus d'un demi-siècle, c'est la première fois que cette rencontre scientifique se déroule en Afrique. Revivez la cérémonie d'ouverture et travaux avec la rédaction de ESAE-TV. Cotonou, capitale mondiale de la réflexion sur la théorie des groupes. Des sommités du monde scientifique y sont réunies dans le cadre de la 35e édition du colloque international sur les méthodes de la théorie des groupes en physique. C'est pour la première fois qu'un tel événement qui regroupe, rassemble donc des chercheurs de grande notoriété dans les domaines de mathématiques et de physique se retrouve en Afrique. L'importance est inestimable, autant sur la qualité de l'enseignement de cette discipline que sur la recherche dans le domaine. Provenant de divers horizons, les participants vont du 15 au 9 juillet 2024 présenter leurs travaux sur les sciences mathématiques et physiques contemporaines, échanger avec d'autres et établir des partenariats pour approfondir les recherches. Nous serons informés des derniers développements en mathématiques et en physique en relation avec la théorie des groupes, les symétries, les transformations, etc. Et je crois que ça peut donner une occasion pour les gens d'ici de participer dans les colloques et même de faire des connaissances pour partager ces recherches avec des professeurs qui sont venus ici pour participer dans les congrès. C'est une bonne opportunité. Les autorités béninoises, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, reconnaissent l'opportunité pour l'Afrique d'abriter cette rencontre scientifique internationale. Mis à part le fait qu'il offrira, notamment aux jeunes chercheurs mathématiciens et physiciens africains de divers centres de recherche et universités, d'initier des projets de collaboration entre eux et aussi de concert avec leurs homologues des autres pays du monde. Je suis donc persuadé que le présent colloque aidera à renforcer les capacités scientifiques des chercheurs de nos pays et à insuffler un nouveau dynamisme aux activités de recherche dans les domaines de mathématiques et de la physique. Le colloque international sur les méthodes de la théorie des groupes en physique est une conférence initiée depuis 1972. Toujours dans le même registre, quelques participants à ce colloque reprécisent le bien fondé sur les méthodes de la théorie des groupes en physique et la tenue de la 35e édition en Afrique. Suivons ensemble. Ce colloque est très important parce que ça a été organisé depuis plusieurs années dans d'autres pays européens et c'est la première fois que ça arrive en Afrique. Pour moi, c'est une fierté de l'avoir ici en Afrique. On échange nos idées, on échange nos recherches, les produits de nos recherches. Donc, il y aura beaucoup de discussions. On attend à ce que chacun apprend de l'autre. La science n'a pas de frontières, elle n'a pas de frontières de pays ou de continent. La science, c'est quelque chose d'universel. Et les enjeux qui nous attendent pour toute la planète, justement, c'est dans la science qu'on va pouvoir les résoudre. On a des enjeux terriblement importants pour le climat, pour tout un ensemble de choses. Et ça doit passer par l'éducation. Ça doit passer par l'éducation scientifique. Et donc, ce colloque-là, c'est un des événements importants, justement, parce que, je répète, nous sommes pour la première fois en Afrique, après avoir fait le tour de tous les autres pays, les autres continents. C'est aussi, si vous voulez, une manière pour que les jeunes puissent s'inspirer des travaux que d'autres chercheurs se font et puis susciter des vocations en sciences. Le sujet sur la théorie des groupes, c'est très important aujourd'hui pour comprendre l'évolution de notre milieu naturel. Et en plus, il y a des applications qu'il faut absolument prendre en compte dans tout ce que l'on fait. Les mathématiques, ce n'est pas seulement en l'air comme ça, c'est surtout ce que l'on peut en faire, ce que l'on peut en tirer. Voilà pourquoi, quel que soit le niveau où on est, on doit continuer à réfléchir sur comment exploiter, comment appliquer les mathématiques pour résoudre les problèmes de tous les jours. Le 11 juillet dernier à Niamey, les ministres en charge des hydrocarbures du Niger et du Tchad ont convenu de concrétiser dans un délai raisonnable le projet de construction d'un pipeline reliant les deux pays. Une nouvelle que les Béninois apprécient diversement au micro de ESAE-TV. Suivons ensemble. En tant que citoyen béninois, cela me fait beaucoup pleurer.
me fait beaucoup pleurer parce que si le pétrole nigérien passait par ici, je pense que le trésor public va trouver de quoi se manifester un peu. Si réellement le président Tiani sait que et les deux peuples, et le peuple béninois et le peuple nigérien, nous sommes tous des frères, alors quand même, qu'on le veuille ou pas, il doit avoir des incidences financières. Il s'agit de l'argent. Le passage sur le territoire béninois de l'Éléoduc nous fait gagner en devises. Et pas plus tard qu'il y a un mois auparavant, ce qui devait nous revenir, environ 300 milliards, était versé. Et c'est une perte. Vraiment, je suis un peu déçu. Parce que c'est une grande perte en matière d'économie pour le Bénin. Le Bénin et le Niger, en matière de pipeline qui vient de Niamey vers Séméclaké, je pense que ça rapporte au Bénin quelque chose de 10 milliards de francs CFA par an. En dehors de ça, il y a les ouvriers qui sont au sol sur le piste pipeline de Sémékodji qui travaillent. Moi, ça ne me quitte pas. Le pipeline du Tchad au Niger, ça fait 600 km. Donc le Niger aussi va encore obliger la Chine de dépenser encore 600 et 100 sous pour les 600 km de pipeline. Bon, si par exemple on vient encore de faire coup d'État à Tiani, si d'autres viennent, ils vont dire qu'on va avoir. Donc ça a dit que ça là, ce problème-là, attendons voir. Peut-être qu'aujourd'hui, si on est perdant pour en ce qui concerne le pipeline, mais on ne vivait pas de pipeline. Certainement qu'ils savent qu'en perdant du moins ou du peu, ils vont en gagner davantage. Parce que déconstruire ou reconstruire, ça ne serait pas facile que ce qui a été déjà investi. Dans le même registre, l'analyste politique Hamzat Abdoulaye reste quand même optimiste quant à cette situation. À ce propos, je vous invite à suivre un extrait de son argumentaire au micro de EZAV TV. Dans sa posture, le Niger est à la quête de plusieurs partenaires, de plusieurs solutions. Et le Tchad était l'une de ces solutions. Donc la question c'est pourquoi ne pas l'exploiter? Je dirais même plus, pourquoi ne pas essayer de trouver d'autres alternatives? Bien entendu, le Bénin perdrait sur le plan macroéconomique puisque ce projet pipeline, c'est des millions, sinon des milliards à l'économie béninoise. C'est des milliers d'emplois créés et c'est également une masse économique qui bénéficierait directement à l'État. Donc je pense que sur ce plan tout de même c'est une perte notable pour le Bénin si cela se concrétise. Mais je reste également optimiste parce que je crois toujours en la dynamique de la diplomatie et je pense que la dynamique de la diplomatie béninoise peut toujours rattraper les choses en cours dans la mesure où si on fait de meilleures propositions et si surtout on essaie de convaincre la partie nigérienne que cette crise de confiance c'est désormais du passé, en ce sens où notre diplomatie met sur les tables des gages, je pense que ça peut encore essayer de sauver quelque chose parce qu'aujourd'hui il s'agit de sauver quelque chose dans la mesure où cette perte de ce projet pourrait bien entendu être dommageable pour le moyen et le long terme. Les présidents burkinabés, le capitaine Ibrahim Traoré, malien, le colonel Assimi Goïta et nigérien, le général Abdourahmane Tiani ont acté samedi 6 juillet dernier la création de la Confédération des États du Sahel, AES. À l'issue de ce sommet, le chef de l'État malien, Assimi Goïta, est désigné président en exercice de la nouvelle organisation pour un mandat d'1 an. Selon l'analyste géopolitique Morgan Metonji Asogba, c'est un choix justifié et raisonnable. Suivez ses propos.
L'AES Assimi Goïta, il est clair et net que si on parle d'expérience professionnelle en matière de leadership, Assimi Goïta est à la tête du Mali depuis assez longtemps, du moins depuis plus longtemps que les deux autres, à savoir Ibrahim Traoré et Tiani. Donc il a certainement plus d'expérience. Si on parle de la capacité à se retrouver dans une dynamique de transition et à faire face aux difficultés économiques, stratégiques et géostratégiques, effectivement, il a plus d'expérience. Je pense que c'est un choix assez raisonnable que de penser à Assimi Goïta. Maintenant, est-ce qu'un choix raisonnable est forcément le choix de la communauté? C'est difficile à dire, surtout qu'on sait qu'il ne s'agit pas forcément d'acteurs politiques. Donc la question de la pérennité de ce choix et de l'acceptation de ce choix au niveau des autres pays reste et demeure. Reste à savoir si l'implication des acteurs politiques sera effective pour que ce choix soit assez durable, ne serait-ce que du temps de la transition. Et il ne faut pas oublier que qui dit leader de la confédération, si on doit parler de confédération en toute entièreté, signifie prendre des décisions à la fois pour les questions de sécurité et même pour des questions de gestion au quotidien de la vie politique dans ces États. Cela serait exclu si d'aventure les tests instituant cette confédération venaient à quadriller la chose de façon à ce que l'aspect symbolique prenne le dessus sur l'aspect effectif. L'Institut des artisans de justice et de paix Chant d'Oiseau de Cotonou a tenu ce jeudi une conférence sur le thème « La coopération internationale, un regard critique et éthique sur sa contribution au développement ». Le conférencier du jour, le père Raymond Bernard Goudjor, directeur fondateur de l'IAJP, a évoqué le cas de l'Alliance des États du Sahel, AES. Suivez un extrait de son argumentaire au micro de ESAE TV. L'AES détruit certains de ses enfants pour pouvoir grandir. Il crée la haine à l'intérieur. C'est tout simple. Je me pose des questions là-dessus. À partir du moment où vous sacrifiez certains de vos enfants contre leur gré parce qu'ils ne peuvent pas exprimer leur opinion, vous sapez vos projets à la base. Ce n'est pas moi qui suis en train de souhaiter. C'est les faits que j'observe. Et on écoute. Il faut écouter. C'est pas RFI qui raconte, mais rencontrer certaines personnes qui ne parlent pas chez eux. J'ai été au Burkina récemment. Tout le monde parle le même langage. Mais à tête, nous les intellectuels, on se tait, on regarde pour ne pas aller au front de force. Point. Ils n'ont pas de contribution à apporter. Donc, autrement dit, la pensée même des pochettes est en train de s'essouffler parce qu'ils refusent de s'ouvrir à ce que pensent d'autres personnes natifs qui disent qu'ils veulent oser penser, ne pas penser comme eux. S'ils peuvent réussir, gloire à Dieu. Mais je doute fort qu'à cette course-là, ils puissent réussir. Parce qu'ils se créent des ennemis intérieurs. Ils n'ont pas besoin de venir dire que les soldats sont au Bénin. Les propres ennemis sont déjà à l'intérieur. C'est-à-dire quand le ver est dans le fruit, il faut voir les choses tout simplement. Il faut observer et voir. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont entrepris, c'est bon. Pour l'instant, ils ont dit, nous allons détruire. Brusquement, ils trouvent que il y a des gens à l'intérieur qui sont ennemis du peuple. Des gens qui ne pensent pas comme eux sont ennemis du peuple. Alors que votre but, vous êtes mobilisés après le pôle pour aller détruire les djihadistes. Mais comme ça patine, il faut trouver des ennemis intérieurs. Et puisque ça patine encore, bon, il faut aller trouver aussi des ennemis voisins. Ainsi, le peuple chaque fois est bercé d'illusions jusqu'à quel moment?
Dans un autre registre, le terrorisme, un phénomène qui sévit depuis quelques années dans le nord du Bénin et dans certains pays voisins comme notamment le Burkina Faso, le Niger, le Mali et le Togo. Malgré les efforts déployés par nos gouvernants, on connaît toujours des décès dans le rang de nos militaires. Qu'est-ce qui est à la base de ce phénomène et comment l'éradiquer? Pourquoi de jour en jour cela prend-il de l'ampleur? À ces différentes interrogations, quelques citoyens ont apporté des éléments de réponse. Ils sont au micro de ESAE TV. Bon, la montée du terrorisme au nord du Bénin et dans les pays du Sahel peut avoir plusieurs raisons à mon humble avis. D'abord, peut-être d'autres peuvent dire les tensions politiques également peuvent être à la base. Et mis à part cela, il y a le fait que aujourd'hui, avec la gangrène économique, plusieurs jeunes se laissent y aller et tenter au banditisme. Et facilement, les âmes sont repérées pour les corrompre de devenir également les terroristes, les djihadistes. Nous sommes toujours à la recherche de gains faciles. En vue les dégâts que ce thème terrorisme crée dans le monde entier, pour moi, selon moi, je dirais que bon, c'est un conflit dans les pays qui crée ce dégât-là. Donc, affaire de terrorisme, selon moi, c'est parce qu'il n'y a pas d'entente entre les pays. On va parler de la sécurité au niveau de nos frontières. On ne sait pas si nos soldats d'ici sont équipés en termes de matériel pour pouvoir empêcher cela. Et comment se passe la surveillance au niveau des frontières, on ne sait pas. La religion islamique ne conçoit pas ça. Aucune partie du Coran ne dit ça aussi. C'est de la malcompréhension, c'est les gens qui traduisent mal ça. Ils disent que c'est des musulmans qui le font, mais c'est pas ça. Aujourd'hui, ce qui se passe à faire de terrorisme, ils font ça pour la religion. Ce n'est pas pour la religion. Et ceux qui tuent là ne sont pas nécessairement des musulmans à 100%. Il y a des chrétiens dedans. Mais celui qui les a dit d'aller faire, c'est ce qu'il leur a dit de dire. Dieu nous a enseigné l'amour. L'amour du prochain. Et s'il faut parler de l'amour du prochain, je ne vois pas comment ce même Dieu aussi va aussi admettre qu'on se tue au nom de lui. Donc moi, je ne trouve pas logique cette pratique de tuer au nom de Allah. Pour arrêter ce fléau, selon moi toujours, je dis toujours selon moi parce que c'est moi mes idées, ce n'est pas forcé que le gouvernement puisse travailler avec ça. Il n'a qu'à faire des recherches. Là où nous avions des ressources, même Togo, Ghana, Burkina, ils n'ont qu'à faire leurs recherches et poser des bases militaires là où il y a les ressources. Pour arrêter ce fléau, selon moi, la toute première chose, c'est revoir notre politique. Il revient donc au gouvernement de mener des enquêtes pour pouvoir trouver la source de ce fléau. Pour arrêter ce fléau, déjà comme l'État béninois est en train déjà de le faire, c'est-à-dire augmenter l'effectif au niveau des corps armés. Et je pense bien qu'à chaque moment maintenant, vous allez constater qu'il y a des recrutements, surtout au niveau des coteries. C'est toujours pour renforcer la sécurité au niveau de notre territoire d'abord. Et l'autre chose également, il faudrait plus sécuriser surtout les villes et les localités un peu plus éloignées de la ville. Je pense bien que c'est là-bas généralement que les rebelles se cachent et ils ont leur base là-bas. Et contrôler également les frontières, qu'on augmente la sécurité au niveau des frontières, puisque même pour armer les terroristes aussi, il faudrait forcément que ça passe par nos ports et autres. Donc, renforcer la sécurité, je pense que c'est la meilleure solution. Et puis on parle éducation à présent. Les candidats admissibles au baccalauréat session de juin 2024 ont passé les épreuves sportives et orales ce lundi 15 juillet 2024. Au collège d'enseignement général Sainte-Rita, les candidats des séries technologiques ont affronté plusieurs disciplines sportives. Au terme de ces diverses disciplines affrontées, quelques-uns ont livré leurs impressions. Ils s'expriment au micro de ESAE TV. L'année académique a été pas trop difficile ni trop facile. On était là avec le travail, les professeurs, l'enchaînement.
En tout cas, c'était pas si complexe. Je suis trop perdue. Bon, tout s'est bien passé car on a eu de très bons professeurs avec les matériels au point, tout ça. Donc, ça a pu donner, donc, à cause de tout ça, avec tous les travaux que les profs, nous aussi, les TD passés par là qu'on a eu à faire, ça a donné. Ce matin, c'était le PSO. On a fait la gymnastique, vitesse, et puis saut en hauteur pour finir. Je suis venu aujourd'hui composer l'épreuve sportive. Et les épreuves sportives étaient vraiment abordables, surtout la gymnastique qui était l'une de mes matières phares. Donc, j'ai cartonné dans la gymnastique et je pense avoir au moins 14 de moyenne pour pouvoir décrocher une bourse et étudier à l'étranger. Je rêve de devenir ingénieur en intelligence artificielle. Là, on fait la course de vitesse, et saut en hauteur et la gymnastique. Je pense que j'ai fait de mon mieux. Pendant les vacances, je pense faire une formation à la pâtisserie et l'esthétique. Et après, on pourra commencer l'université. On a fait soit en longueur, soit en hauteur, soit en hauteur, gymnastique avec un peu plus de 3e élément quand même. Bon, les vacances, ça se passe un peu bien, mais comme c'est après le bac, tout ça, il faut préparer l'université, le stress, tout ça. Là. Bon, moi j'ai pas mal. Je crois que je vais faire des stages, bien. Je pense bien faire des stages. Genre pour m'entraîner quoi, ou bien commencer à chercher une université dans laquelle je vais m'intégrer. Je vais commencer à penser à tout ça. En fait, là actuellement, je suis dans un projet de marketing, genre je conçois des logos et je fais, genre je floque, je fais du graphisme à peu près, je vais dire, je fais du graphisme dans les vacances pour pouvoir m'en sortir, pouvoir gagner un peu, histoire de me relancer pendant l'année scolaire quoi. Qui parle réussite parle également de l'échec. La pire n'est pas l'échec, mais dans l'incapacité à dominer cet échec. Après les résultats des examens de fin d'année, les élèves ou candidats sont plongés dans une certaine anxiété et confrontés à des défis émotionnels et psychologiques. C'est au regard de ce constat que le psychologue clinicien André Aliounou nous livre quelques conseils pour l'accompagnement des enfants après les résultats des examens. Des propos recueillis par ESAE TV. La fin d'année scolaire, pour ne pas dire les résultats, c'est toujours une épreuve. Même si vous réussissez, il y a le challenge de la classe supérieure et quand vous échouez, il y a le désespoir, il y a un peu de stress qui s'intensifie. Comme si on n'a pas foutu grande chose, on n'a pas fait grande chose, on n'a pas fait grand effort au cours de l'année. Et là, on a besoin du soutien de l'environnement, de l'entourage. Et plus encore de ses géniteurs, surtout quand on est élève apprenant, on a besoin que les géniteurs comprennent qu'on a fait quand même des efforts et que peut-être la chance n'a pas été de notre côté, ou encore qu'on prenne conscience qu'on a peut-être mal orienté nos efforts et que les stratégies adoptées tout le long de l'année n'ont pas été les meilleures. Et donc, revoir un peu ces stratégies. C'est dans ce cadre-là que moi j'invite les parents surtout. D'abord, les élèves, c'est normal qu'ils libèrent leur chagrin, qu'ils libèrent leur ressenti, leur douleur d'avoir échoué, qu'ils libèrent. Et ceux aussi qui ont réussi, qu'ils libèrent la joie qu'ils ressentent. Parce qu'il ne faut pas emmagasiner, ça va créer encore d'autres choses, qu'ils libèrent. Qu'on leur donne la possibilité à ceux qui vont exprimer leur joie, d'exprimer librement, à ceux qui vont exprimer leur tristesse, de l'exprimer dans les limites. Maintenant, il faut s'asseoir et voir où est-ce que j'ai mal fait pour ceux qui ont échoué. Où est-ce que j'ai mal fait? Quelle stratégie j'ai adoptée qui n'a pas marché? Il ne faut pas le rendre responsable de cet échec. Il ne faut pas commencer par dire des mots ou des expressions entre guillemets grossières, blessantes pour l'enfant, comme quoi il ne vaut rien, il n'a rien foutu, il a gaspillé votre financement, votre investissement, et donc c'est des choses qu'il faut éviter. Il ne faut pas le rendre davantage coupable de ce qui est arrivé. Et quand on reste dans cette attitude, je ne dis pas non plus d'encourager les enfants, mais il faut
accepter que ce moment est un moment de chagrin qui lui appartient et donc l'accompagner sur l'instant. Et lui faire comprendre que vous comprenez sa douleur, mais pour avancer davantage, il va falloir s'asseoir et analyser point par point les efforts fournis de part et d'autre et qu'il accepte ses faiblesses et qu'il accepte librement l'amener à demander de l'aide ou lui proposer de l'aide parce que vous êtes son géniteur, vous l'observez, vous connaissez les forces et les faiblesses de votre enfant. Restons toujours dans le domaine de l'éducation. Près d'une centaine d'universitaires béninois ayant décroché le prestigieux grade du CAMES qui fait autorité dans l'enseignement supérieur. Ils sont exactement 91 enseignants des universités du Bénin, avoir gravi les échelons du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. C'est littéralement la palme qui récompense des nuits blanches et des forts tenaces. Reportage signé ORTB. Les résultats sont là, fruits mûrs d'une moisson de labeur. Parmi ces étoiles, 29 professeurs titulaires, 10 maîtres de conférences, 45 maîtres assistants et 6 chargés de recherche. Tous consacrés par la flamme de l'excellence au Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES. Face à 1521 candidatures, le tri a été impitoyable. 193 ont été ajournés, mais pour ces 91, la consécration est totale. C'est un témoignage vibrant de ce que le travail acharné peut accomplir. Pour le Bénin, c'est une fierté, et pour l'Afrique, une inspiration. Sous les cieux du savoir, à l'instar des universités de Parakou, d'Abomey-Calavi et de Porto Novo, ces enseignants illuminent le chemin des générations futures, rappelant que l'effort et la persévérance sont les clés des consécrations suprêmes. Dans un autre registre, il a été constaté que des corps sont abandonnés pendant de longues périodes dans les morgues, ce qui entraîne l'engorgement dans les morgues. Qu'est-ce qui justifie cette situation? Quelques citoyens de la ville de Cotonou en parlent au micro de ESAE TV. Plusieurs raisons peuvent être à la base d'abord, et ça dépend également de la religion. Ça dépend de la religion. Par exemple, chez les chrétiens, chez nos frères chrétiens, je pense bien que chez eux, là-bas, d'abord, les coûts pour organiser les funérailles pèsent souvent au décès de la personne. Donc, ils préfèrent carrément laisser d'abord les corps à la morgue et chercher l'argent pour bien organiser le funérail. Bon, ce qui peut être à l'origine de ça, c'est énorme parce qu'il y a d'autres parents qui n'ont pas les moyens pour pouvoir aller reprendre ceux qui sont... les décès, ceux qui sont à la morgue. Maintenant, il y a d'autres aussi qui prévoient les reprendre du fait qu'ils ont déjà programmé ensemble avec la famille sur une longue durée. Parce qu'il n'y a pas l'argent dans le temps. Donc, ils ont prévoir laisser ça à la morgue pour une certaine durée pour aller récupérer ça. Et chez nous, tant que ça n'a pas pris assez de temps, c'est la tradition. C'est la tradition. Et on fait une fête. Si je dis fête, ce n'est pas nécessairement de mettre des milliards ou bien des millions en cause. Si c'est les moutons, les cabris, vous allez tuer pour dire, bon, c'est votre grand-papa, vous avez eu la chance de voir votre grand-papa. Et lui-même, il est content en voyant ça là-bas. C'est vrai qu'on, je ne sais pas comment ça se passe là-bas, mais c'est ce qu'on dit. Chez les musulmans, en quelque sorte, s'il y a un décès, l'enterrement se fait en même temps. Ça ne prend pas 2 jours. Au plus dans la journée, ou carrément si le décès a lieu la nuit, on attend carrément le matin pour en quelque sorte faire l'enterrement du corps. Maintenant, nous les musulmans, ce qui se passe, s'il y a un décès là, donc on est obligé de l'enterrer parce que nous, on ne fait pas, comment dit-on, ce que les chrétiens font. Nous, on l'enterre pour pouvoir vite, chacun va aller faire son boulot. C'est à cause de ça, nous, si la personne décide, on est obligé de l'enterrer vite. Bon, en tant que musulman chez nous, dès déjà que la personne décède,
le corps est lavé déjà directement. Si je suppose que la personne n'est pas décédée tardivement, c'est-à-dire la nuit, immédiatement la personne est enterrée, pas besoin d'amener ça à la morgue. Bon, selon moi, du fait d'amener quelqu'un à la morgue, je préfère qu'on l'enterre en même temps. Parce que chez les musulmans, quand on les voit, quand quelqu'un meurt en même temps, on les enterre immédiatement. Je préfère que ça soit aussi comme ça parce que cela, ça va permettre à l'homme de garder son argent pour faire autre chose. Bon, tout ce que moi j'ai à dire concernant cette pratique, bon, un mort, peu importe, et comment on dit, peu importe la cotisation ou bien peu importe les préparatifs du funérail, cela ne ramène pas ce dernier sur terre. Donc le mieux, quand quelqu'un décède, c'est procéder à un enterrement rapide. Et cela, en quelque sorte, aide aussi à surmonter, et comment on dit, et ça aide à surmonter la douleur que cela suscite quand on perd un proche. Ça aide à surmonter vite cette douleur. Or, plus ça prend du temps, à chaque fois, on pense que la personne vit toujours avec nous. Et cela crée encore, en quelque sorte, des douleurs au niveau des personnes concernées. Moi, j'invite tous les amis chrétiens. Même il y a des musulmans qui sont laissés comme ça parce qu'on ne connaît pas l'intéressé. On ne connaît pas sa famille. Ceux qui abandonnent les corps à la morgue, de ne pas laisser. Ce n'est pas trop bon parce que le corps même noirci. Il souffre sur terre et il souffre encore dans la morgue. Vous voyez, ça fait deux souffrances. Parfois, les soins deviennent verts. D'autres même là, tu ne connais même pas si c'est ton parent ou bien c'est qui. Donc vraiment, il n'a qu'à faire diligence. Au plus, le corps ne doit pas dépasser un mois, même 2 semaines. Ça suffit largement pour qu'on puisse enterrer son parent. Donc, faites un peu vite pour chercher vos cadavres à la morgue si ça tient qu'à moi. Plus de motos en circulation sans plaque d'immatriculation, tel est le mot d'ordre lancé par l'Agence nationale des transports terrestres ANAT. Le directeur général de l'ANAT a organisé à cet effet dans la matinée de ce lundi 15 juin une conférence de presse pour présenter les innovations induites dans la politique de dématérialisation des plaques d'immatriculation pour les véhicules à 2 et 3 roues. Reportage signé ORTB. La dématérialisation de la demande des plaques d'immatriculation des véhicules à 2 et à 3 roues est une réponse que l'Agence nationale des transports terrestres apporte aux préoccupations des usagers quant aux lourdeurs administratives auxquelles ils étaient confrontés par le passé. Depuis maintenant 3 ans, les longues files d'attente devant les services de l'ANAT ont quasiment disparu grâce notamment à cette politique innovante d'optimisation du processus. Nous avons mis en place un système d'immatriculation des motos à partir des concessionnaires. Actuellement, les usagers qui achètent les motos chez les concessionnaires peuvent acheter leurs motos et obtenir leurs plaques en temps réel. Ceci a été mis en place grâce à la collaboration de nos partenaires, mais aussi par le travail qui a été fait par les agents de l'ANAT. Il s'agit d'une procédure de pré-production qui permet à l'ANAT de rendre les plaques disponibles dans le système à partir des informations douanières recueillies. Donc c'est une procédure très simple. On envoie les plaques en amont au concessionnaire. Quand l'usager se présente, après avoir rempli toutes les formalités, la plaque est seulement donnée au concessionnaire suivant le numéro de châssis qui est saisi dans le système. Les usagers n'ont donc plus besoin d'attendre plusieurs mois pour retirer les plaques de leur moto. L'Agence nationale des transports terrestres fait tout ce qui est en son pouvoir pour que désormais il n'y ait plus de motos en circulation sans plaque d'immatriculation au Bénin. À ce titre, un délai de 3 mois est accordé aux usagers pour se mettre en règle en ce qui concerne les anciennes plaques non encore retirées. Passé ce délai, ces plaques seront purement et simplement détruites, prévient le directeur général de l'ANAT. Sport pour finir cette édition, ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024 dans quelques jours. Après
pour la préparation des athlètes béninois dans de meilleures conditions possibles. Les officiels ont initié un stage spécial de préparation en France dans la ville de Montfort, le Génois. Sur place, les entraînements se sont enchaînés et au regard des progrès notés chez nos représentants olympiques comme paralympiques, ce stage apparaît comme une aubaine pour les athlètes béninois. Reportage dans cet élément signé ESAE TV. Entre séances de musculation et entraînements spécifiques sur le terrain, le quotidien des athlètes olympiques et paralympiques est encadré par un programme complet axé sur la performance. Et tous les coachs réunis ont donné le plan de préparation des athlètes. Et nous, notre rôle, c'est de suivre ce plan, de faire en sorte que ce plan soit rigoureusement exécuté pour permettre aux athlètes de gagner en performance, histoire de permettre au pays pourquoi pas, d'avoir une médaille olympique. Grâce à ce cadre d'entraînement et l'investissement des sportifs, les coachs constatent des progrès rapides chez leurs protégés. Et Marina, le geste a commencé par être parfait et d'ici à là, les performances seront encore meilleures parce que déjà ce qu'elle faisait à Cotonou, elle a déjà dépassé. Nous avons fixé 2 objectifs. Le premier, nous souhaitons que chacun de puisse améliorer les performances. Le premier objectif. Ensuite, le second objectif, avoir des médailles dans la mesure du possible. Le bien-être est également une priorité. Il conditionne la performance des athlètes. Et nous avons quelques bobos comme les camps musculaires, les contractures douloureuses, tout ce qui est musculaire. Parce que les entraînements s'enchaînent tous les jours. Les bobos, les lésions musculaires, les contractures musculaires, les douleurs musculaires, ligamentaires aussi. Quelques cas qu'on a eu, que j'ai géré et qu'aujourd'hui les athlètes se portent très très bien. Quand je m'entraînais au pays, ce côté me manquait parce que pour le voir en kiné, il faut payer. Avec ce camp d'entraînement que le ministère nous a offert, nous avons reçu ce volet sanitaire qui nous apporte beaucoup. Avec des réunions de suivi et de planification régulières, des conditions de préparation optimales et un travail acharné des compétiteurs, tous les acteurs de ce camp d'entraînement espèrent atteindre leurs objectifs très prochainement à Paris. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre attention. Belle suite de programmes sur ESAE TV.